Bonjour, aujourd'hui on va dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile. On va être reçu par la directrice de ce centre qui ne souhaite pas qu'on divulgue son identité. On va parler d'immigration et de l'accueil des réfugiés. Bonjour, Bonjour. vous êtes directrice d'un CADA. Qu'est-ce que c'est qu'un CADA en fait? Un CADA, c'est un centre d'accueil de demandeurs d'asile. C'est un dispositif qui a été créé par l'État pour accueillir, héberger et accompagner les personnes qui ont déposé une demande d'asile. Les demandeurs d'asile sont des personnes qui réclament l'obtention du statut de réfugié, qui ne s'obtient qu'après une instruction devant des autorités étatiques que sont l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Nous hébergeons les demandeurs d'asile pendant toute la durée de cette procédure. Une fois que la procédure se termine, s'ils sont devenus réfugiés, ils quittent le CADA, et s'ils sont déboutés du droit d'asile, ils le quittent également. Concrètement, quelle est la sociologie des gens que vous recevez? Alors ici, nous accueillons principalement des familles, donc des couples avec des enfants ou des parents seuls avec des enfants. Comme dans toute société, nous accueillons des personnes issues de tous les milieux socio-professionnels. On dit un peu tout et n'importe quoi sur les aides qu'on accorde, que reçoivent les immigrés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, les aides qui sont versées aux personnes en demande d'asile sont versées par l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Le montant de l'aide est de 4,80 € par jour et par personne. Ce montant est dégressif en fonction du nombre de personnes que compose la famille. Grosso modo, on peut dire qu'une famille demandeuse d'asile touche environ un demi-RSA, voire un peu moins. Le chiffre exact pour une personne seule, c'est 202 € par mois. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit demandeur d'asile avant et après, il touche. Rien. Il n'y a que pendant la phase d'instruction de la demande d'asile, qui est, comme je l'ai dit, de plus en plus courte et qui dure moins d'1 an, que la famille touche ce qu'on appelle une allocation pour demandeurs d'asile. La droite et l'extrême droite affirment que les migrants viennent parce qu'ils ont connaissance des aides sociales en France. Vous en pensez quoi? C'est totalement faux, parce que les migrants apprennent, une fois qu'ils deviennent réfugiés, qu'ils vont avoir droit, notamment au RSA. Ce n'est jamais une motivation pour venir en Europe, parce que intellectuellement, c'est des choses qu'ils ne conçoivent pas. Le système de santé solidaire tel qu'on le connaît en Europe et qui est pour nous très simple et admis, c'est quelque chose qui, pour eux, est insaisissable. Ils sont très très étonnés quand on leur dit qu'ils n'ont pas à avancer les frais de santé, qu'ils n'ont pas à payer le repas à l'hôpital. C'est souvent le cas, des femmes qui accouchent en France et qui nous disent « mais comment est-ce que je vais pouvoir manger à l'hôpital? Parce que moi, dans mon pays, il faut que ma famille m'amène à manger. » Ce système solidaire qu'on connaît nous et qui est admis, pour les migrants, c'est une vraie surprise, c'est une découverte. C'est des choses qu'ils découvrent vraiment en arrivant ici. Il ne faut pas du tout confondre les populations maghrébines, qui souvent ont de la famille en France et qui viennent la rejoindre et qui ont cette connaissance du système solidaire et des aides sociales qui existent, avec les migrants et les personnes en demande d'asile qui viennent juste en France pour une seule raison, parce qu'ils y cherchent la sécurité et parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de guerre en Europe et qu'ils ne seront pas persécutés. Il n'y a que très très peu de demandeurs d'asile qui arrivent en France avec le sourire. Contrairement à ce qu'on peut entendre, tous les exils sont forcés, sont contraints, se font la mort dans l'âme, et les personnes qui arrivent en France et qui demandent une protection internationale le font toujours en dernier recours. Ils ont toujours cherché refuge dans les pays limitrophes de ceux qu'ils ont quittés, parce que c'est quand même beaucoup plus facile lorsqu'on connaît la langue et la culture d'un pays de s'y intégrer, de s'y insérer. Les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, qui sont des chiffres donc officiels, disent que seulement 6% des personnes qui quittent des pays en voie de développement arrivent en Europe. Seulement 6%. 40% des personnes qui quittent leur pays sont au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, et 30% en Afrique subsaharienne. Seulement 6% de ces personnes arrivent en Europe. C'est toujours une destination par défaut. Ce n'est que très très rarement, parce que bien sûr ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui
viennent en France pour d'autres motivations que celles que je vous énonce, mais c'est extrêmement marginal. Pour faire ce métier depuis plus de 10 ans, je peux vous assurer qu'on rencontre peut-être une famille par an qui est venue en Europe pour chercher une meilleure vie. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de réelle crainte dans son pays d'origine. Le reste des personnes a vécu la guerre, des massacres, a assisté à des exécutions, a vu ses enfants se faire enlever, a vu sa famille se faire décimer, et ils arrivent toujours en Europe en dernier recours. Et c'est vraiment pour eux une manière de survivre simplement. Mais aujourd'hui, on a une immigration en hausse ou par rapport à la population française, par rapport aux 30-40 dernières années? On a une immigration qui est tout à fait stable par rapport à la population française. Entre 2004 et 2012, il y a une moyenne de 200 000 personnes qui sont arrivées en France par an, soit 0,3% de la population. Ce chiffre reste stable. Le pays qui aujourd'hui accueille le plus d'immigration dans le monde, c'est le Pakistan qui accueille 1,6 million de personnes. Rapporté aux 200 000 personnes qui arrivent en France, c'est très important. En Europe, nous accueillons une part très très marginale des migrants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On a réussi dans les années 80 à accueillir 130 000 Bold People et aujourd'hui on a du mal à répondre à nos engagements de 7 000 accueils. Aujourd'hui, on investit beaucoup d'argent dans la protection de nos frontières, notamment avec Frontex, et cet argent investi pourrait très bien servir à accueillir des demandeurs d'asile. Et Frontex, c'est quoi? Et Frontex, c'est la police européenne des frontières en Méditerranée. Ce sont des agents de l'Europe qui patrouillent en mer et qui essayent d'empêcher les migrants d'échouer sur les côtes européennes. Ils n'essayent pas de les empêcher à titre humanitaire, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de les empêcher de se noyer, ils essayent simplement de les empêcher d'arriver sur les frontières européennes. De quelle façon ils les repoussent? Oui, ils les repoussent, ils ont des actions qui sont dissuasives, ils patrouillent autour des côtes libyennes notamment, pour empêcher les Zodiacs de partir à la mer. Il est important de savoir que les personnes qui prennent des Zodiacs et qui partent de Libye le font au péril de leur vie. Ils économisent souvent pendant des années pour se payer le prix de la traversée, qui est en constante augmentation. Il y a quelques années, on avait des traversées à 2 000 €, aujourd'hui elles peuvent monter à 8 000 €. Les passeurs en Méditerranée embarquent 2 fois plus de personnes que les Zodiacs ne peuvent en contenir. Et ce que les demandeurs d'asile nous racontent aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'ils partent en mer, les passeurs leur expliquent que le bateau ne tiendra pas, ne passera pas la Méditerranée parce qu'ils sont trop nombreux, et ils leur demandent de se pousser à l'eau les uns les autres pour que seuls les plus costauds puissent arriver en Europe. Tout ça sous les projecteurs des bateaux de Frontex qui font la chasse à ces Zodiacs. Ce sont des récits que vous avez eus par des arrivants? Ce sont des récits que les personnes en demande d'asile nous confient, oui, bien sûr. Bien sûr. Nous proposons un soutien psychologique à ces personnes parce que lorsqu'on a dû pousser ses compatriotes à l'eau, lorsqu'on a vu mourir des femmes et des enfants en Méditerranée, on ne peut plus vivre pareil. Est-ce que pour vous, il y aurait une piste pour une solution pour la gestion de cette immigration? Aujourd'hui, les centres d'accueil de demandeurs d'asile existent, mais ils n'hébergent pas la totalité des personnes en besoin d'hébergement. Je crois qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a une situation humaine et sanitaire en France qui fait que les gens sont là. On ne peut pas toujours dire qu'il faut les empêcher de rentrer. Il faut s'occuper de ceux qui sont là. On a des êtres humains, des hommes, des femmes enceintes, des enfants qui sont sur notre territoire. On a une situation sanitaire autour de Calais qui est explosive, avec des maladies qui ont pu venir de pays africains et qui pourraient se répandre en France, comme la tuberculose, qui a aujourd'hui pratiquement disparu. Il faut héberger dignement les personnes qui sont sur notre territoire. Il faut que ces personnes puissent avoir des soins.
Et ce n'est pas elles qui vont gréver le système de santé solidaire en se faisant soigner à l'hôpital. On peut tout à fait régler la situation comme on l'a fait dans les années 70 avec les Boat People. Je crois qu'aujourd'hui c'est une vraie volonté politique et un budget en adéquation avec les besoins réels d'hébergement des migrants sur le territoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de la droite et de l'extrême droite qu'on fait beaucoup plus pour les migrants que pour les SDF? C'est faux, il n'y a aucun lien entre les besoins d'hébergement des SDF et les besoins d'hébergement des migrants. Il y a une volonté politique, c'est tout. On peut très bien faire beaucoup pour les migrants et beaucoup pour les SDF. Il n'y a aucun vase communicant entre les budgets consacrés à l'immigration et ceux consacrés aux personnes françaises en situation de précarité, aux jeunes en exclusion, aux personnes en situation de handicap ou aux retraités. S'il y a une volonté politique de faire beaucoup pour toutes ces populations-là, c'est possible. Mais il n'y a aucun lien de cause à effet entre l'hébergement proposé aux migrants et ceux proposés aux personnes SDF. J'entends aussi dire souvent qu'il serait possible de renvoyer tous les migrants indésirables en France dans leur pays d'origine. C'est une assertion qui est complètement fausse parce qu'elle se heurte à un principe fondamental du droit international qui est celui de la souveraineté de l'État. On ne peut pas dire par exemple au Soudan qu'on va renvoyer chez lui 40 personnes qu'on soupçonne d'être des ressortissants soudanais. Les frontières du Soudan appartiennent au Soudan et il appartient au président du Soudan d'accepter ou pas de faire rentrer dans son pays des personnes qui se déclarent comme ses ressortissants. Or, le Soudan de M. Omar el-Béchir, pour ne citer que lui, qui est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, et on a aujourd'hui beaucoup de Soudanais en France, ces Soudanais qui viennent du Darfour, qui ont été victimes de génocides, qui sont décimés depuis des dizaines d'années, il est absolument impossible que M. Omar el-Béchir accepte ces Darfouris pour les rapatrier dans son pays. Donc, ces populations-là, par exemple, ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays d'origine parce qu'il y a souvent un doute sur le pays d'origine et surtout, il y a la souveraineté de l'État que nous, la France, on met régulièrement en avant pour protéger nos frontières, mais que les autres pays vont également mettre en avant en disant « je suis souverain sur mes frontières et j'accepte ou pas que des personnes re-rentrent dans mon pays ». Donc, l'image selon laquelle on pourrait demain affréter des avions, mettre tous les migrants dedans et les renvoyer dans un pays, c'est impossible. Merci beaucoup de nous avoir reçus parce que on a appris des choses et je pense que pas mal de personnes en apprendront aussi quand ils regarderont cette vidéo. Merci. Merci à vous.